Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. L'auteur et comédien prolifique Alexis Michalik est l'invité de son livre. Alexis Michalik commence sa carrière en montant ses propres spectacles. Il se considère d'ailleurs comme un enfant du off, en référence au Festival d'Avignon. Il joue au cinéma et à la télévision, réalise 3 courts-métrages en choisissant à chaque fois des thèmes différents, puis réalise son long-métrage Edmond, adapté de sa pièce de théâtre. En 2019, son roman intitulé Loin, sorte de road movie qui sert une quête des origines, est publié aux éditions Albin Michel. Il sera sélectionné par le prix Renaudot des lycéens. On lui a demandé de nous parler de son travail d'auteur, forcément passionnant. C'est parti. Bonjour Alexis Michalik. Pour commencer, vous considérez-vous en premier comme un metteur en scène, un comédien ou un écrivain ? Je suis pas sûr de pouvoir faire une priorité. En tout cas, dans l'ordre chronologique, j'ai commencé par être acteur. Ensuite, j'ai commencé à faire de la mise en scène, mais j'écrivais depuis toujours aussi. Donc, en général, on dit auteur, metteur en scène, parce qu'effectivement, il faut d'abord écrire un truc avant de le mettre en scène, quoi. Donc, c'est dans cet ordre-là que je me vois, je pense. Acteur, auteur, metteur en scène. Comment l'écriture est-elle venue à vous ? L'écriture, j'ai commencé à écrire ado à 13-14 ans, je pense, parce que j'avais envie d'écrire. J'écrivais d'abord mon journal intime, et puis après, j'ai écrit des nouvelles, des romans, des scénarios, des pièces. Quand vraiment ado au lycée, quoi, je rentrais, et puis j'écrivais sur mon petit Mac+, qui était un petit ordinateur noir et blanc, et pour le plaisir d'écrire, quoi, parce que mais vraiment sans me dire du tout que ça allait devenir mon métier, quoi. Moi, j'avais envie d'être acteur, ça c'est sûr. Dès le début, ado, je savais que je voulais être comédien. Mais je pensais vraiment que l'écriture, ça allait être un passe-temps, quoi, un hobby. Et puis, en fait, au fil des années, ça a commencé à prendre de la place dans ma vie. Et puis, finalement, il y a eu une sorte de retournement. Et j'ai commencé en tant qu'acteur. Et puis, plus les années ont passé, plus je suis devenu d'abord metteur en scène. Et puis ensuite auteur, metteur en scène. Et finalement, plus auteur qu'autre chose, quoi. Quel est votre rapport à l'écriture, que ce soit pour le cinéma, le théâtre, et par rapport à la littérature ? On n'écrit pas pareil selon les disciplines, mais quand même, l'écriture est au cœur de tout. Je trouve que ce qui fait... quoi qu'il arrive, on raconte une histoire. Mais après, les différences, je dirais que... moi, je trouve que ça concerne beaucoup le temps qu'on y investit. La forme qui, pour moi, prend le moins de temps pour écrire, c'est une chanson. Une chanson, on pourra en parler aussi avec d'autres amis auteurs-compositeurs, ça prend à peu près une journée. L'écriture d'une chanson, c'est à peu près une journée. L'écriture d'une pièce, moi, ça va me prendre quelques semaines, je pense, mais d'abord parce que c'est assez organique pour moi, et puis c'est quelques semaines d'écriture, mais avant ça, il peut y avoir plusieurs mois, voire plusieurs années de maturation. Penser à la structure de l'histoire, etc. L'écriture d'un scénario, là, ça va être pour le coup plusieurs mois. Ça va être un processus un peu plus long, avec des allers-retours, etc. Et l'écriture d'un roman, ça peut prendre plusieurs années, surtout selon l'ampleur du roman. Je trouve que l'écriture d'un roman, c'est la plus exigeante, pour moi, personnellement, parce qu'il n'y a pas d'étape d'après. Quand on termine un roman, il va à l'impression. Et donc, moi, quand j'écris une pièce ou un film, je me projette sur l'après. Je me dis, les dialogues, ils vont être lus par des comédiens, il va y avoir de la musique, il va y avoir de la lumière, il va y avoir plein de choses qui vont permettre d'améliorer cette scène. Quand j'écris une scène dans un roman, je sais qu'il n'y aura rien d'autre derrière. Et donc, si je me relis et que je me dis, je m'ennuie un peu, il n'y a pas le choix, il faut réécrire, il n'y aura pas d'étape suivante, quoi. Il n'y aura pas des acteurs pour bien dire qu'un dialogue un peu faible, quoi. Il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas d'effets spéciaux. Donc voilà, l'écriture d'un roman, c'est à mon sens la plus exigeante, mais aussi la plus libre, dans le sens où on peut raconter absolument ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème de budget. Quand on raconte une scène dans un roman, on n'a pas à se dire « Oh là là, comment je vais faire pour trouver les sous pour filmer cette scène ?» Alors que quand on fait un scénario de film, c'est quelque chose auquel on est obligé de réfléchir. Si on commence à décrire une bataille... Donc, c'est différentes manières d'écrire. Moi, l'écriture théâtrale, c'est celle qui est la plus organique pour moi, puisque c'est mon langage le plus habituel.
C'est légèrement différent de l'écriture scénaristique. Au théâtre, on raconte, alors qu'au cinéma, on montre. Donc au cinéma, on va être moins sur les dialogues et le verbe, alors qu'au théâtre, on va être sur le récit et il va y avoir du texte, il va y avoir des monologues et ça choquera absolument personne, quoi. Donc voilà, c'est des façons différentes d'aborder l'écriture, mais quoi qu'il arrive, c'est une histoire qui est racontée et au départ, toutes ces formes partent d'une idée, et cette idée, au départ, je ne sais pas tout à fait si ça va être une pièce, un film ou un roman, et elle va ensuite se développer pendant un certain temps, jusqu'à ce que la structure soit complète et que je sois capable de raconter cette histoire. Ensuite, l'oralité va être très importante. Je vais beaucoup raconter les histoires une fois que je commence à avoir un début, une fin, et je vais commencer à le raconter autour de moi. Pour voir si vous êtes capable de développer ou d'argumenter. Pour voir déjà l'intérêt dans l'œil de l'auditoire, donc de la personne à qui je vais le raconter, et puis pour voir si je suis capable de savoir ce que je raconte, c'est-à-dire si je suis capable de maîtriser mon récit et de voir où je vais, quoi. Et parfois je vais me perdre dans le récit, je vais dire ah tiens, j'ai oublié de te dire ça, et donc ça ce sera un indicateur qu'il faut pas que j'oublie la prochaine fois que je le raconte. Donc ça va me permettre de mettre en ordre, de structurer mon récit aussi, de le fait de le raconter, parce que je vais me planter, je vais voir aussi s'il y a des moments où la personne décroche, ou si inversement la personne elle est à fond pendant tout le récit, quoi. Si je vais voir comment mes effets de surprise ils marchent, je vais voir comment j'arrive à mener à garder mon suspense, quoi. Donc cette étape orale elle est assez importante. Et après, une fois que je sais raconter vraiment mon histoire, on passe à la dernière étape qui est la phase d'écriture pure en soi. Donc une fois que je sais, une fois que j'ai mon synopsis, une fois que j'ai mon squelette, là je vais commencer à passer au dialogue, quoi. Les dialogues, c'est compliqué à écrire ? Ça dépend pour qui. Moi, c'est pas la partie la plus difficile. C'est plutôt agréable, au contraire. Et puis, en général, je structure vraiment assez vite. Donc, c'est-à-dire que je saute un peu l'étape du séquencier, on va dire. L'étape du séquencier, c'est entre le synopsis et la version 1 d'un scénario. Donc, il n'y a pas de dialogue normalement. Moi, en général, je vais direct au dialogue. C'est plus facile, c'est plus naturel pour moi. Mais tout le monde n'a pas les mêmes atouts ou qualités ou plaisir à écrire un dialogue. Il y en a pour qui c'est assez difficile. Moi, c'est quelque chose d'un peu naturel. Je ne sais pas si c'est parce que je suis comédien aussi et donc que je les pense dans ma tête et je les interprète en même temps, quoi. Vous enregistrez parfois des gens parler ? Non, mais je m'en souviens. Je vais me souvenir de leur façon de parler. Et puis, le dialogue, c'est plutôt la partie agréable. Il y a des réalisateurs comme Friedkin, par exemple, qui a réalisé des films qui portent sur des thèmes très différents, L'Exorciste, Cruising, Bug, pour ne citer que. Vous aussi, vous traitez à chaque fois un genre nouveau, une histoire d'amour, le succès de Cyrano de Bergerac, par exemple. D'où ça vient, cette imagination ? Alors déjà, Friedkin et d'autres, c'est effectivement des réalisateurs, mais c'est pas forcément des auteurs. Donc un réalisateur, on lui propose un sujet, il s'en empare et puis il va travailler avec un scénariste, par exemple. Moi, je suis à la base de tout, donc c'est mes idées que je développe. Donc c'est pas comme s'il y avait une production qui venait me voir en me disant « empare-toi de ce thème ». C'est vraiment mon envie personnelle. Et de l'idée de départ jusqu'au produit fini, c'est moi. C'est bon. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un accident parce que je rencontre un projet qui vient d'ailleurs. C'est vraiment des choses qui sont volontaires. Ensuite, en fait, moi j'aime beaucoup de choses. J'aime pas que la comédie musicale ou que le théâtre historique ou que Alexandre Dumas. J'aime plein de choses. J'aime plein de styles de films différents et je suis très éclectique et je pense que tout créateur est la somme de ses influences. Quand on crée quelque chose, on va y mettre des films qu'on a aimés, des pièces, des BD, des romans, des chansons, tout ça, on va les assimiler et on va essayer de les mettre au service d'une histoire. Mais la façon dont on va raconter cette histoire, c'est beaucoup influencé par ce que nous on aime. Moi au théâtre, je suis influencé par Mnouchkine, Brooks, Ivadier, Mouawad, etc. Mais pas que, parce que je suis aussi influencé par les films que j'aime. Je suis aussi influencé par Chantons sous la pluie, ou par Léon, ou par Amélie Poulain, ou des classiques que j'ai vus qui m'ont marqué, et où je me suis dit, c'est super, comment je prends cette essence-là pour le remettre à un endroit dans quelque chose que je suis en train de créer. Pas forcément tout en même temps, mais voilà. Donc,
Quand je vais m'attaquer à, mettons, Intramuros, et ça va être un peu un polar, un peu un huis clos dans un film de prison, etc., dans une histoire de prison, forcément, je vais pas avoir les mêmes références que quand je vais faire Edmond. Donc, quand je fais Edmond, ma référence principale, c'est Shakespeare in Love. Parce que c'est une histoire de théâtre, dans le théâtre, où on raconte la création d'un chef-d'œuvre par le prisme de la vie de son auteur. Donc ça a du sens. Et puis ce que je vais prendre de Shakespeare in Love, c'est une comédie, c'est une comédie historique, c'est pas un biopic, on s'en éloigne, mais en même temps il utilise les éléments de sa vie, il les réinvente, etc. Donc voilà, je vais prendre l'essence et je vais me dire comment je fais ça à ma sauce. Et en général, il y a toujours une référence quand je m'attaque à un nouveau spectacle, un nouveau film, un roman, il y a une référence dans ma tête. Mais cette référence, je vais évidemment m'en éloigner puisque je vais aussi avoir un ton personnel, donc il va faire que c'est pas juste une copie conforme. Et moi, j'aime créer, et je pense que pour continuer à stimuler ce muscle créatif, il faut aller vers des choses qui ne sont pas répétitives. C'est-à-dire il faut continuellement chercher à aborder un nouveau terrain de jeu. Surtout quand, dans mon cas, voilà, je touche à beaucoup de choses, au cinéma, au théâtre, au roman, etc. Donc il y a aussi l'envie d'explorer plein de choses dans ces univers-là. Il y a l'envie après Edmond, je voulais pas refaire un film en costume, par exemple. Donc le film d'après, c'était adapté d'une histoire d'amour, là, et ça a rien à voir. C'est un mélo contemporain, etc. Mais au théâtre, c'est pareil. Après Edmond, j'ai fait Intramuros 6 mois plus tard. C'est comme si, après avoir fait 3 pièces historiques, Le Porteur, Le Cercle et Edmond, je me dis, bon, j'ai fini ma trilogie du théâtre autour du 19e siècle, maintenant j'aimerais bien essayer d'aborder autre chose. Et donc Intramuros, une histoire d'amour, et a priori la prochaine, ce sera 3 pièces contemporaines. Et puis après, peut-être que j'essaierai encore de changer, peut-être que je ferai un classique, je sais pas du tout ce qui m'attend, mais on verra. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'explorer quelque chose de... J'aime bien surprendre, j'aime bien essayer de faire quelque chose que je ne maîtrise pas. Parce que quand on maîtrise quelque chose, on finit toujours par se répéter un peu. Et comme j'aime pas décevoir, comme j'aime pas lasser, et comme j'aime beaucoup la nouveauté, et j'aime beaucoup aller vers des choses que je ne connais pas, et effectivement, je vais me dire, voilà, cette fois-ci, on va faire un mélo. Cette fois-ci, on va faire un polar. Cette fois-ci, on va faire une comédie. Cette fois-ci, on va faire une comédie musicale. Cette fois-ci, et voilà, et le genre. Mais je commence pas par le genre, je commence toujours par l'idée, mais en réfléchissant à cette idée, je me dis, où est-ce que je vais ? Et le meilleur moyen, effectivement, de pas avoir ces œuvres qui sont comparées, c'est de faire des œuvres qui ont pas grand-chose à voir. Et comment on s'y prend, dans votre cas, pour matérialiser cette idée ? Je pense que je pars jamais de l'idée de début. C'est-à-dire que, en général, l'idée que j'ai, c'est jamais dans les 10 premières minutes du film. Je suis pas bon pour avoir un pitch de comédie romantique. Ça commence comme ça, 2 personnes qui se croisent, machin, etc. Parce qu'après, en fait, je sais pas quoi faire après, quoi. Il y a quelque chose de... si ma meilleure idée, elle est dans les 15 premières minutes, ça sent mauvais. Moi, j'ai besoin que mon idée, ce soit le cœur du film, ce soit ce qui justifie d'avoir fait tout un film autour, quoi. Donc c'est rare que ce soit dans le début. Dans Edmond, par exemple, je veux raconter la première de Cyrano, parce que la première de Cyrano, toute personne n'y croit et les applaudissements sont dingues, et au final c'est un triomphe et personne n'y croit. Et donc moi, ce que je veux raconter, c'est cette première. Je veux raconter pour moi, dans ma tête, j'ai la fin, j'ai le triomphe, j'ai le moment où en fait personne n'y croyait, et ce jeune homme passe de l'anonymat à la célébrité. Et là, c'est la fin de mon film après. Sauf que quand je pense à ça, évidemment que il faut que je construise toute l'histoire qui mène à ça, qui mène au moment du triomphe. Mais l'idée de départ, c'est ce triomphe. Donc du coup, après, en remontant le temps, je me dis, du coup, il faut le prendre à la pièce d'avant, qui est un échec, et puis raconter comment il se reconstruit, comment il finit par écrire Cyrano un peu par accident, et puis comment Cyrano va se créer, puisque c'est ça qui va être le cœur du film. Mais l'idée de départ, c'est le triomphe, c'est la générale qui devient... Donc c'est la fin de mon histoire, c'est pas le début. C'est pas le concept, c'est pas le pitch, quoi. Et c'est un peu comme ça sur beaucoup de mes spectacles, enfin la majeure partie, en fait, j'ai vraiment la fin très tôt, quoi. Une histoire d'amour, pareil, dernière scène, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la dernière scène de la pièce. Et j'avais pas du tout le reste de l'histoire, mais je me dis, ça va faire une super fin. Comment maintenant je raconte toute une histoire pour y arriver, quoi. Parce que la fin, en fait,
c'est le point de vue de l'auteur. Quand on arrive à la fin d'une œuvre, quelle qu'elle soit, un roman, un film, une pièce, c'est ce que dit l'auteur à la fin, c'est « voilà pourquoi je vous ai raconté cette histoire ». Et quand moi j'ai le sentiment que l'auteur dit je sais pas trop pourquoi je vous ai raconté cette histoire, je me sens un peu floué. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de paresse derrière tout ça. Quand j'ai eu l'essentiel et le plus fort de l'œuvre au début, mais qu'à la fin il me dit je vous laisse un peu en plan parce que j'ai un peu une fin ouverte parce que je sais pas trop en fait ce que je voulais dire. Je me dis mince, je t'ai accompagné pendant 300 pages pour qu'à la fin finalement il n'y ait pas de raison à ça. Ça peut faire des œuvres magnifiques, hein, mais moi personnellement en tant que lecteur je me sens un peu floué, et donc j'ai besoin que la fin ce soit le meilleur moment de l'œuvre. Ça veut pas dire que le reste doit être mauvais, il faut que ce soit à la mesure de cette fin, mais en tout cas la fin c'est le moment où je vous dis et voilà pourquoi je vous ai raconté toute cette histoire. C'est l'impression avec laquelle on ressort de la salle. Ça provoque quoi chez vous, le fait d'avoir eu autant de récompenses depuis le début de votre carrière? Personnellement, moi je le prends comme une confirmation de continu. Voilà, parce qu'il y a une différence entre avoir des récompenses quand on est, on va dire, acteur. On a des récompenses et qu'on est comédien. En fait, derrière, on va avoir des productions qui vont nous appeler en disant écoute, t'as eu des récompenses, est-ce que tu veux jouer dans le prochain film? Par contre, quand on est auteur, metteur en scène, on a beau avoir des récompenses, la seule chose que le métier va dire, c'est continue à faire ce que tu fais, puisque concrètement, ça vient de toi, la création. Donc c'est cool parce que c'est une confirmation que... C'est un encouragement. Ouais, c'est un encouragement à continuer, mais en réalité, mon processus de travail, il n'a pas changé depuis 20 ans. C'est-à-dire que c'est toujours une idée que je développe, que j'écris, et puis ensuite on va chercher les fonds pour la produire, et puis ensuite je vais faire mon casting, et puis ensuite je vais faire mon tournage ou mes répétitions, et ensuite l'œuvre elle sera créée, et je vais passer à l'œuvre d'après, quoi. Donc les récompenses elles me permettent simplement d'avoir plus de reconnaissance et peut-être plus de gens dans la salle, etc. Voilà, plus de facilité pour financer le suivant, mais en vrai les facilités pour financer elles viennent plus du fait que les pièces marchent que des récompenses. C'est-à-dire que, mais bon, c'est un tout, hein, mais c'est une reconnaissance du métier, mais voilà, ça change pas grand chose à mon quotidien, on va dire. Moi je me lève pas le matin en me disant j'ai des Molières. Je veux dire, je me lève le matin en me disant comment je vais améliorer ma prochaine pièce, à quel moment je vais écrire non, mais c'est juste que si on pense à ça, en fait, c'est qu'on est fou, parce qu'en réalité, une fois que c'est fait. Je pense très honnêtement, je pense qu'on pense plus aux récompenses quand on ne les a pas. Une fois qu'on les a eues, c'est bon, c'est soulagement, c'est fait, c'est une reconnaissance, c'est super, et puis on avance, quoi. Je pense à la suite, quoi. Alexis, vous aimez tout contrôler? Le fait que je fasse tout montre bien que... Mais c'est pas tant de tout contrôler, c'est pas une question de contrôle, c'est plus un truc de... En fait, depuis ado, j'aime les responsabilités. Je dis souvent, il y a des qualités différentes à avoir pour être un bon acteur, ou un bon metteur en scène, ou un bon auteur. C'est pas la même chose, c'est des catégories très différentes. Pour être un bon auteur, il faut écrire. Il faut y retourner, il faut avoir la capacité de continuer à écrire. C'est une discipline. Il faut avoir cette discipline-là. De s'auto-discipliner, de pouvoir dire allez, personne ne m'a rien demandé, mais je vais ouvrir mon ordi et je vais mettre des mots sur un texte et je vais aller au bout de mon truc. Et vous êtes à l'initiative de quelque chose, il y a rien, il y a une page blanche et puis vous amenez une idée, des mots, etc. Donc il faut avoir une certaine discipline et y retourner le matin, etc., s'y mettre. Donc ces qualités-là, c'est des qualités de cette discipline, de cette rigueur. Pour être un metteur en scène, c'est différent. Il faut avoir, moi je dis souvent, il faut être la personne qui organise les anniversaires des potes. Il faut être la personne qui est capable d'organiser un voyage. La personne qui dit non mais c'est bon, j'ai réservé les billets d'avion, c'est bon, j'ai fait ça, c'est bon, j'ai organisé le trip. En fait, il faut être quelqu'un qui aime à la fois organiser et à la fois qui aime que les choses soient bien faites et qui est prêt à endosser ces responsabilités-là pour qu'elles soient bien faites, plutôt que d'attendre que les choses soient faites. Voilà, il faut aimer les responsabilités. C'est pas forcément être control freak, c'est pas forcément tout contrôler, mais c'est ne pas avoir peur de se lever le premier. Et ces qualités-là, si on les a, c'est les bonnes qualités pour être un metteur en scène, parce que il faut des qualités de leadership, il faut aimer être chef d'équipe, quoi. Il faut aimer être chef d'équipe. Et acteur, c'est encore autre chose. Acteur, il faut au contraire être capable d'être l'instrument, être capable de se mettre au service d'une mise en scène, au service d'une idée,
et avoir la souplesse nécessaire de pouvoir proposer, de pas se vexer quand on est dirigé, et de pouvoir adapter la façon dont on joue. Et donc, c'est, comme vous pouvez voir, entre ces trois pôles, il y a des qualités très différentes et complémentaires, mais très différentes. Moi, quand je raconte une histoire, quand j'ai une idée et que je me dis tiens, je vais en faire un film ou je vais en faire une pièce, je sais qu'il va y avoir toutes ces étapes à traverser. Il va y avoir d'abord l'étape de l'écriture, et puis ensuite il va y avoir l'étape du financement, mettons sur un film, et puis ensuite il va y avoir le tournage, ensuite il va y avoir le montage. Avec un peu de chance, si je joue dedans au tournage, en plus va s'ajouter le fait de jouer dedans. Donc c'est plus pour pouvoir raconter l'idée de base que j'ai eue. Et pour être et personne mieux que moi ne va pouvoir faire ça, puisque c'est mon idée. Donc voilà, c'est plus pour arriver à amener cette idée-là au produit fini, il faut que j'en contrôle toutes les étapes, quoi. Alexis Michalik, c'est parti pour la lecture. Ami lecteur, avant de pénétrer dans les méandres du récit, je voudrais te poser une question. Qui es-tu ? Je voudrais que tu réfléchisses un instant à ce qui fait que tu es toi. Il n'y a pas l'ombre d'un mouvement sectaire derrière cette entrée en matière, il n'y a pas de paroisse, pas de salut, pas d'enfer. Tout juste des questions. Car les questions sont la vie même. Tant qu'il existera quelqu'un pour questionner, et pour se questionner, l'humanité vivra, avancera, reculera, s'effondrera, renaîtra de ses cendres. Donc, qui es-tu ? Alexis Michalik a écrit et mis en scène Le Porteur d'Histoire, Le Cercle des Illusionnistes, Edmond, Intramuros et Une Histoire d'amour en 2020, pour lesquels il reçoit les Molières de la mise en scène.